Des questions que nous devrions nous poser après le massacre du 7 octobre ne concernent pas seulement la barbarie des Arabes palestiniens, qui ont perpétré le plus grand massacre de Juifs depuis la Shoah. Au milieu d'une orgie de meurtres, de viols, de tortures, d'enlèvements et de destructions gratuites, c'est ce qui a poussé une grande partie du monde à rationaliser, justifier et même applaudir cela. Aujourd'hui, dans Think Twice, nous discutons de la montée de l'antisémitisme après le 7 octobre et de son impact sur la société mondiale, avec une réalisatrice de documentaire qui a produit une nouvelle œuvre importante, exposant ce qu'elle appelle à juste titre une descente collective dans le mal. Bonjour et bienvenue dans Think Twice. Beaucoup d'efforts ont été déployés pour essayer d'expliquer non seulement ce qui s'est passé le 7 octobre 2023, mais aussi pourquoi et comment comprendre ses conséquences. Ce que nous avons vu au cours des près de 3 années qui ont suivi l'attaque des Arabes palestiniens contre Israël, menée par le Hamas, ainsi que les atrocités indicibles qui ont eu lieu ce jour-là, n'a pas seulement été une montée du soutien à la haine des Juifs, mais aussi la manière dont elle a été banalisée dans les médias et la culture. Après la création de l'État moderne d'Israël, l'antisionisme, un mouvement qui cherche à refuser aux Juifs des droits que personne n'envisagerait de refuser à qui que ce soit d'autre, a toujours été indissociable de l'antisémitisme. Mais cela a de nouveau été prouvé par la réaction au 7 octobre. Et explique pourquoi la haine des Juifs est devenue non seulement courante, mais aussi acceptable dans la société libérale, d'une manière que peu auraient pu prévoir il n'y a pas si longtemps. Comme l'affirme la réalisatrice Gloria Greenfield, une descente collective dans le mal. Et nous sommes honorés de l'avoir avec nous aujourd'hui pour discuter à la fois de son nouveau documentaire sur le 7 octobre et de ce qui a suivi, mais aussi de son propre parcours personnel, de l'extrême gauche à sa mission actuelle, dans laquelle elle dénonce la haine et dit la vérité sur la guerre. L'alliance rouge-verte des marxistes et des islamistes, ainsi que leurs compagnons de route anti-libéraux, mènent une guerre contre Israël et les Juifs. Gloria Greenfield est une réalisatrice de documentaires primés, spécialisée dans le renforcement de l'identité juive et de la nation juive, ainsi que dans la lutte contre l'assaut idéologique contre les Juifs et la civilisation occidentale. L'une des principales féministes juives et éditrices du pays dans les années 1970 et 1980, elle s'est éloignée de la gauche après avoir été confrontée à son antisémitisme. Depuis la fondation de Doc Emmet Productions en 2008, elle a produit plusieurs œuvres importantes, dont, en 2008, The Case for Israel, Democracy's Outpost, le film Unmasked Judeophobia en 2011, Body and Soul, The State of the Jewish Nation en 2014 et, en 2018, The Fight of Our Lives, Defeating the Ideological War Against the West, Civilization in the Danger Zone en 2022, ainsi que son plus récent documentaire tout juste sorti, A Collective Descent into Evil, The Lethal Obsession with Jews and the Jewish State, actuellement disponible en streaming. Gloria Greenfield, bienvenue dans Think Twice. Pourquoi cela s'est-il produit à ce moment-là? Sans comprendre les idéologies, les stratégies et les objectifs de nos ennemis, et aussi en comprenant que ceux qui sont nos ennemis ne sont pas seulement nos ennemis. Ils sont aussi les ennemis du monde libre et de tous les peuples qui n'adhèrent pas à leurs idéologies. Je pensais qu'il serait vraiment important de faire revenir les experts les plus éloquents, les universitaires et les analystes pour nous guider. Comment les débuts de cette haine, de ce euh, terrorisme impérialiste nous ont menés là où nous sommes aujourd'hui? C'est pas nouveau. Peut-être que certaines des méthodes sont différentes, mais dans l'ensemble, nous avons déjà vécu cela.
Nos générations précédentes ont déjà vécu cela. Mais cela se passe actuellement à un rythme tel qu'il est vraiment. Il est tout simplement très important que nous le comprenions et que nous ripostions efficacement. Merci d'avoir suivi Think Twice. Que vous nous écoutiez sur l'une des plateformes de podcast ou que vous nous regardiez en direct sur Facebook, X ou sur la chaîne YouTube de JNS, merci de mettre un j'aime et ou de vous abonner à JNS. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications et laissez-nous de bons avis. En plus de Think Twice, il y a aussi le podcast Jonathan Tobin Daily, où je partage avec vous davantage d'actualités et d'analyses sur les questions les plus importantes auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'émission quotidienne sous le nom de Jonathan Tobin Daily sur la chaîne JNS ou que vous écoutiez vos podcasts. Et maintenant, retour à l'émission du jour. Oui, je pense qu'il est important de le replacer dans son contexte. Le replacer dans son contexte est essentiel et manque manifestement dans la plupart des discussions sur le 7 octobre. Quel a été l'élément le plus difficile dans la création d'un film sur le 7 octobre? Qu'est-ce qu'il a vraiment distingué de vos sujets précédents, qui abordaient, vous savez, cette guerre civilisationnelle que vous avez évoquée? C'était le film le plus difficile que j'ai jamais réalisé. Le plus difficile pour moi parce que, à cause de ça, barbarie, de ses atrocités, de son horreur, et le fait d'y travailler, de travailler dessus sans jamais faire de pause. Émotionnellement, c'était très, très difficile pour moi. Euh, mais heureusement, euh, j'ai été élevée pour être une battante et j'ai compris que c'était probablement le film le plus important que j'ai jamais réalisé. Et je devais simplement aller jusqu'au bout et le faire du mieux que je pouvais. Et heureusement, comme je l'ai dit, j'ai pu aller jusqu'au bout et travailler avec ce matériau parce que j'avais les meilleures personnes dans le film. Et ce sont les analystes, ce sont les journalistes, ce sont les chercheurs qui ont mis en avant leur compréhension incroyable. Eh bien, je peux certainement voir, vous savez, à quel point il est très traumatisant de vraiment plonger profondément dans ce qui s'est réellement passé et comment cela s'est produit, puis même les conséquences, vous savez. Et en fait, vous savez, les gens, beaucoup de gens, et vous savez, la plupart des gens n'ont pas vu les films les plus explicites, vous savez, documentant ce qui s'est réellement passé. Évidemment, vous l'avez fait, des journalistes comme moi l'ont fait. Mais pour beaucoup de gens, ce n'est qu'une abstraction. C'est une date, c'est un sujet. Et un sujet dont, vous savez, beaucoup de gens auraient pu rapidement se détourner, alors que s'y plonger devait être incroyablement éprouvant. Oui, je pense qu'une autre chose que j'apporte, c'est que ce n'est pas seulement à propos du 7 octobre. Encore une fois, c'est, vous savez, l'histoire, la formation de cette haine, de cette activité impérialiste de la part des djihadistes et de leurs idiots utiles, les radicaux occidentaux. Mais c'est aussi ce qui se passe après. Et ce n'est pas seulement ce qui se passe après dans les universités, mais cela saisit vraiment ce que nous appelons la longue marche au sein des sociétés. Et c'est aussi, vous savez, à l'opportunité d'aider, comprendre que cela avait été prévu il y a longtemps. Cela a commencé, vous savez, il y a 30, 40 ans. Et par là, vous entendez la lutte pour en quelque sorte délégitimer Israël et les Juifs et pour valoriser, vous savez, le djihad pour détruire Israël. Oui, et ce n'est pas seulement pour détruire Israël. Je veux dire, ce qui arrive au peuple juif ou ce qui est arrivé au peuple juif le 7,
Um, arrive aux chrétiens africains au Nigeria et dans d'autres pays d'Afrique. Um, il ne s'agit pas seulement de détruire le peuple juif et de détruire Israël. Il s'agit de détruire le monde libre et d'anéantir tous les groupes de personnes qui n'adhèrent pas aux idéologies islamistes. Et je pense que c'est là où nous en sommes arrivés aujourd'hui. Et comprendre cela, c'est important pour nous de rassembler tous les peuples qui sont menacés et massacrés par ces barbares islamistes. Et puis, je pense qu'il est très important de comprendre que cela nous dépasse, mais nous sommes en première ligne et nous en subissons les conséquences les plus lourdes. Ouais. Alors, qu'avez-vous appris au cours de la réalisation de ce film qui vous a surpris? Vous savez, pour ceux qui souhaitent connaître la vérité sur le 7 octobre, elle était certainement disponible. Mais qu'avez-vous appris pendant, vous savez, les efforts que vous faisiez pour créer ce film que vous n'aviez pas réalisé auparavant? Pour préparer ce film, j'ai fait énormément de recherches. Et donc, quand j'ai réellement commencé, j'ai- j'étais familière avec euh, ce que seraient les contributions des différents commentateurs dans le film. En plus d'apprendre quelque chose sur moi-même, à savoir que je risque d'être tellement submergée que cela pourrait presque me paralyser et je dois mieux gérer mon rythme. Mais ce n'est pas vraiment la réponse importante. La question importante, c'est quels étaient les éléments que le film a reçus de la part des commentateurs et que je ne comprenais pas vraiment avant. Et donc, une partie de cela vient de mon entretien avec Emmanuel Atalangui, expert du Hezbollah en Amérique latine, et comprendre non seulement qui représentait une menace majeure pour l'Amérique du Nord, ce que je savais, mais je ne connaissais pas les détails. Le partenariat qui se déroulait en Amérique latine avec le Hezbollah, le partenariat avec la Russie et ses avions. Je ne savais pas que certains de ces avions transportaient illégalement des personnes dans ce pays. Donc, il y avait des choses comme ça qui m'ont vraiment aidé à faire des liens que je n'avais pas forcément fait auparavant. Ce n'est pas la seule, il y avait beaucoup, beaucoup de choses comme ça. C'est tellement vaste, je ne sais même pas par où commencer. Mais surtout, je pense que parce que en 2012, en fait, c'était en 2011, j'ai sorti un film qui s'appelait Unmasked Judéophobia. Et ce film examinait la résurgence de la haine mortelle des Juifs euh, dans le monde entier. Et à ce moment-là, il semblait vraiment que c'était, vous savez, grave. Donc là, je ne savais pas, ce n'était pas clair pour moi, après que cela soit sorti en 2011, que j'allais devoir revenir sur ce sujet.
Oui, nous ne Et quand savions je pas suis à quel point arrivée, c'était grave. Vous savez, nous pensions que c'était grave. Nous ne savions pas à quel point c'était grave. c'est vrai, et à quel point cela pourrait empirer. Et quand je repense à 2011 maintenant, c'était comme, et je sais que c'est probablement terrible à dire, mais quand je regarde en arrière et que je compare, 2011, c'était du gâteau, tu sais, et le rythme auquel les choses avancent, que tout va tellement vite maintenant, c'est comme si chaque jour, il y avait autre chose. Il y a une nouvelle information ou une nouvelle atrocité, où il y a de plus en plus de personnes qui étaient autrefois normales, des personnes patriotes, des personnes de bon sens, qui se sont maintenant plongées dans cette laideur, non pas pour l'arrêter, mais pour l'encourager. Et Oui, c'est et ils pensent qu'ils terrifiant. sont justes et vertueux en agissant ainsi. C'est vrai, et c'est comme une épidémie d'une certaine façon. Et aussi ce que j'ai appris de cette expérience de production, de réalisation, de création de ce film, c'est qu'il est encore plus important que je ne le pensais auparavant. I think that- Que les Juifs et les chrétiens en particulier travaillent ensemble parce que nous avons cet ennemi commun qui a l'intention de tuer à la fois les Juifs et les chrétiens. Et si nous ne nous unissons pas et que nous n'invitons pas aussi les autres, qu'ils soient d'autres personnes, qu'elles soient religieuses ou non, hindoues ou autres, que nous devons rassembler ces personnes. Et il y a aujourd'hui des gens, il y a vraiment des personnes formidables aujourd'hui comme Richard Landis, comme Charles Jacobs, qui travaillent réellement sur ces questions de rassemblement, de réunir les gens, de rassembler les soi-disant infidèles. Et nous devons le faire ensemble, parce que le peuple juif est trop peu nombreux. Et nous avons nos propres problèmes dont nous devons tenir compte. Je veux dire, vous savez, ce n'est pas tous. Tous les Juifs ne comprennent pas qu'ils font partie d'un peuple ou ne reconnaissent pas qu'ils font partie d'un peuple. Et c'est un vrai problème. Oui, Ça me rappelle, vous savez, tout ce que j'ai lu sur les débuts du régime nazi. Et il y avait un groupe de Juifs qui pensaient que s'ils soutenaient Hitler, ils seraient en sécurité. Eh bien, ils ont été les premiers à être assassinés. oui. Donc, nous avons une situation compliquée à laquelle nous faisons face. Très vrai. Maintenant, la montée de l'antisémitisme après le 7 octobre a certainement révélé la pourriture morale de la gauche que vous explorez dans ce film. Au cours de la dernière décennie, nous avons assisté au triomphe d'une école d'extrémistes idéologiques de gauche. Alors qu'ils achevaient ce que vous avez justement appelé plus tôt leur longue marche à travers les institutions américaines, qui a culminé peut-être dans la panique morale de l'été Black Lives Matter de 2020. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous aviez vu cela venir il y a longtemps. Vous avez affronté la haine des Juifs dans les années 1970 et 1980 en tant que féministe juive de premier plan et éditrice. Pouvez-vous nous parler de ce que vous avez vu à l'époque et de votre propre parcours, de là où vous étiez alors à votre position actuelle de réalisatrice de documentaires consacrés à renforcer l'identité juive et à défendre Israël? C'était une période très intéressante de ma vie, c'est le moins qu'on puisse dire. J'étais naïve et comme beaucoup d'autres, pas toutes, mais il y en avait beaucoup d'autres où nous avons été emportés par ce mouvement. Et il y avait des aspects de cela qui étaient raisonnables, les aspects du mouvement des femmes qui luttaient pour l'égalité des droits.
Et l'égalité des droits est une quête très honorable. Mais comme pour tout mouvement, le radicalisme peut émerger, ce qui s'est produit. Et j'étais engagée dans le féminisme radical. Et j'ai vécu beaucoup de haine envers les Juifs. Et malheureusement, à cette époque, dans le mouvement féministe radical, l'essentiel de la haine envers les Juifs que j'ai subie venait des féministes radicales noires, Audre Lorde et d'autres. Et tard, lors des conférences, c'est anti-Semites. Les femmes qui étaient noires et radicales essayaient d'intimider les féministes juives radicales en disant que leur mère devait nettoyer les toilettes de nos mères parce que nous venions toutes, vous savez, de familles riches. Eh bien, ma mère était concierge dans mon lycée. Et j'avais une compréhension très réaliste de ce qui n'était en réalité que des mensonges écœurants dans le but de nous intimider. Donc, je m'y opposais. Et, et, euh, si l'un d'eux ou quand l'un d'eux m'insultait, je leur répondais alors par une insulte appropriée. Un nom insultant pour qu'ils comprennent, comme l'a dit un jour Menahem Begin, que nous ne sommes pas des Juifs aux genoux tremblants. Et ça m'a probablement pris 1 an et demi pour comprendre que ce mouvement était irrécupérable, qu'il était toxique. Et donc, j'ai fait mes adieux à tout cela lors d'un grand rassemblement à San Francisco et je suis partie. Et ça, en fait, même si j'étais vraiment soulagée d'être partie, ça m'a laissé un certain traumatisme. Et il m'a fallu environ 4 ans pour vraiment sortir de ça, me sentir libérée et continuer ma vie pour faire des choses plus importantes. Oui, eh bien, il est clair que la gauche néo-marxiste mène avec succès une guerre contre la civilisation occidentale et les Juifs depuis votre époque en tant qu'éditeur féministe. Mais la question est, pourquoi si peu de gens ont vu cela venir ou compris, comme vous, ce que c'était et où cela mènerait? Je veux dire, on parle d'il y a longtemps, vous savez, dans les années 1980. C'est ça. Vous savez, je pense qu'une génération, une nouvelle génération, a découvert cet antisémitisme à gauche, vous savez, avec la marche des femmes, qui était la réaction à. L'élection Donald Trump. Mais cela s'est produit bien longtemps après ce que vous avez vécu. Pourquoi cela n'a-t-il pas, comme on dit aujourd'hui, fait le buzz? Pourquoi cela a-t-il simplement été ignoré? Il y avait un grand prix à payer. À quitter le mouvement des femmes si c'était toute votre vie, si c'était tout votre environnement. Parce qu'il y en avait tellement. Déformés. Des sentiments que les gens avaient envers les personnes en dehors du mouvement. Qu'il fallait comprendre que tu allais vers la lumière, pas vers l'obscurité. Tu quittais l'obscurité. C'est Les préjugés envers les hommes. Les préjugés envers les femmes qui choisissent de donner la priorité à leur famille,
des femmes qui appréciaient réellement le fait d'être attirantes. Je veux dire, c'est fou tout ça, mais partir, c'était comme arriver sur une autre planète. Eh bien, c'était, vous savez, comme une culture complètement différente. C'est ça. Vraiment? C'est ça, c'était une communauté avec un vocabulaire différent. C'était intéressant. J'ai eu beaucoup de chance, je dois dire, par rapport à la façon dont j'ai été élevée. J'ai été élevée par mon père qui adorait Israël et dont je me souviens, et vous savez, quand j'avais 5 ans, assise sur ses genoux. Je suis née en 1950. Au fait, donc quand j'avais 5 ans, beaucoup de Juifs américains découvraient encore ce qui s'était passé et les choses, les événements précis qui avaient eu lieu pendant la Shoah. Et mon père ne pensait pas qu'il avait besoin de me demander de quitter la pièce quand lui et mon oncle, d'autres oncles, vous savez, parlaient de ses découvertes. Donc j'ai grandi en comprenant que oui, il y a du mal dans le monde. Le mal est réel, il existe. Et il m'a aussi appris que si jamais quelqu'un me disait quelque chose de désobligeant ou de dégoûtant à propos du fait d'être juive, que j'avais le droit de me défendre contre eux, ce que j'ai fait. Et lui aussi l'a fait. Donc j'ai grandi en comprenant que pour être forte, il fallait se défendre. Se tenir droite était vraiment important. Et c'est ce que tu fais. Donc une fois que j'ai surmonté cette folie que j'avais, dans laquelle j'étais impliquée au sein du mouvement féministe radical, même si il m'a fallu un certain temps pour me débarrasser de tout ce traumatisme. Je savais il y avait des juifs forts, remarquables. Je veux dire, quand j'étais à l'école primaire, à l'école hébraïque, tu sais, on avait tous des correspondants en Israël. La mienne s'appelait Yafa Shalom et j'ai toujours voulu le rencontrer, mais ça ne s'est jamais fait. Mais en tout cas, la famille joue un rôle très important dans l'éducation de leurs enfants. Que leurs enfants grandissent pour devenir des juifs forts et fiers, ou s'ils vont se voir comme des victimes. Et je pense que c'est un problème pour les jeunes juifs aujourd'hui, parce qu'on a tellement mis l'accent sur le statut de victime, parce que l'idéologie woke dit que si tu n'es pas une victime, alors tu es mauvais. C'est ça. Et donc, on a même vu, comme tu sais, des gens essayer de faire valoir qu'ils étaient vraiment des victimes. Et que comme ça, ils pourraient être acceptables et respectables. C'est très malsain. Et les familles doivent comprendre, et ça, je l'ai appris de Ruth Weiss, c'était une erreur. Se concentrer uniquement sur la Shoah. Ce n'est pas, et elle ne dit pas, et je ne dis pas que l'étude de la Shoah n'est pas importante. Bien sûr que c'est important, mais il est aussi important d'étudier notre résilience. Oui, on ne peut pas définir le judaïsme ou l'identité juive uniquement par la Shoah ou simplement par la souffrance juive. C'est vrai. Donc, je pense que mon analyse de la façon dont j'ai pu sortir de là et arriver là où je suis. Maintenant, je ne parle pas de la haine des Juifs qui existe, mais je parle du fait de redevenir une personne entière. C'est parce que j'ai eu la chance que ma famille m'ait appris non seulement ce qu'a été la Shoah, mais aussi la résistance. Oui, eh bien ça culmine, vous savez, avec le mouvement des femmes. Vous savez, dans le sens où vous le décrivez, cela culmine dans le monde d'après le 7 octobre, dans lequel les organisations féministes
qui, vous savez, aborder la question des agressions sexuelles et de leur utilisation comme arme de guerre, ont complètement ignoré les femmes juives qui en étaient victimes. Cet aspect du 7 octobre, à cause de leur alliance intersectionnelle avec les Palestiniens. Je veux dire, tout par-delà, n'est-ce pas? Oui, vous savez, la diabolisation du peuple juif et de l'État juif a été très efficace. Et donc, ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Ça n'a tout simplement pas d'importance si des femmes et des hommes juifs sont violés, castrés et, vous savez, littéralement déchirés. C'est en fait, dans l'esprit de certains d'entre eux, c'est même une bonne chose. C'est comme débarrasser le monde des Juifs. Et il est important que nous comprenions l'impact, que nous ayons réellement l'opportunité de voir l'impact de la diabolisation et de la délégitimation du peuple juif et d'Israël. Parce que c'est ça, c'est ce qui vous amène à dire que c'est pas important. Pourquoi devrions-nous le reconnaître? Je veux dire, vous savez, c'est une bonne chose. Nous nous sommes débarrassés de plus de démons. Oui. Tu vois? En gros, l'idée que les Juifs qui ont été, tu sais, assassinés, violés, torturés, enlevés le 7 octobre, l'ont bien mérité. Oui, Je veux dire, exactement, c'est à ça que ça se exactement. résume. À ça. Et c'est ce que nous avons entendu de la part de la gauche intersectionnelle. Et c'est pourquoi, vous savez, le mouvement féministe a échoué après le 7 octobre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pour ces féministes israéliennes, c'était dévastateur pour elles parce qu'elles ont été trahies. Elles pensaient vraiment qu'elles étaient accueillies à bras ouverts par le mouvement féministe mondial. Et elles ont vu la vérité quand ce n'était pas le cas. Oui. Maintenant, la descente dans le mal que tu as étudiée et révélée dans ce film est clairement quelque chose que la gauche politique, et en particulier les libéraux juifs, ont tendance à ne pas vouloir affronter. Il y a une tendance, chez beaucoup de libéraux bien intentionnés, à faire la distinction entre leur répulsion face à ce qui s'est passé le 7 octobre et la compréhension de la façon dont la réaction à cela, venant d'un mouvement de masse qu'il a soit acclamé, soit justifié, est en train de banaliser l'antisémitisme. Pourquoi penses-tu que tant de personnes ne sont pas prêtes à tirer des conclusions sur leurs alliés libéraux qui ont réagi au 7 octobre en attaquant Israël plutôt qu'en le soutenant? Oui, malheureusement, euh, il y a des Juifs qui sont très mal à l'aise avec la situation et ils ont adhéré à l'idée que Israël et les victimes israéliennes de cette barbarie du 7 octobre, qu'ils l'ont mérité. Ils pensent vraiment qu'ils l'ont mérité. Si. Si elles ne vont pas jusqu'à ce point, celles qui ne vont pas jusqu'à ressentir que oui, les victimes l'ont mérité, alors la façon dont elles se réconfortent, c'est en se disant que, eh bien, nous ne sommes pas des Juifs comme ça, et nous allons prouver que nous ne sommes pas des Juifs comme ça en rejoignant les manifestations contre Israël, etc. C'est une perspective très égoïste et centrée sur soi-même. Et si tu es une juive qui n'a pas, ou si tu es tout simplement une juive, et si tu ne te considères pas comme faisant partie d'un peuple, alors tu n'as aucune loyauté envers ton peuple, n'est-ce pas? Et ta loyauté pourrait alors aller vers euh, euh, de n'importe quelle organisation ou idéologie anti-Israël. Cela devient alors ta force motrice, plutôt qu'une compréhension que nous avons chacune la responsabilité de veiller à ce que notre peuple prospère
et que l'État d'Israël, l'État juif, reste fort et en sécurité. Donc, d'une certaine manière, je viens juste de m'en rendre compte pendant que nous parlions, tu sais, au cours de cette conversation, que c'est similaire aux Américains qui ne sont plus patriotes. Ils ne ressentent aucun patriotisme envers le pays. Ils ne ressentent aucune obligation envers le pays. Et ils sont là en train de dire mort à l'Amérique. Mhm. Oui, c'est la même chose. Oui, Bien sûr. Maintenant, selon vous, qu'est-ce qui a permis au Hamas de convaincre une grande partie des médias traditionnels de présenter leurs mensonges sur Israël comme la vérité et d'une certaine manière d'inverser complètement le récit? Cela a permis à ceux qui ont commis des atrocités et avaient l'intention de commettre un génocide d'être présentés comme des victimes, tandis que la nation qui était réellement victime pouvait être faussement accusée de génocide. Et que cela devienne, vous savez, une idée reçue dans les milieux libéraux. Comment des accusations modernes de meurtre rituel ont-elles pu être intégrées en temps réel dans les idées reçues de la gauche au XXIe siècle, juste sous nos yeux? d'accord. Eh bien, ils avaient un plan d'action. Tout cela était planifié, c'était prévu. Vous savez, ils préparent ça depuis des années et c'est très stratégique. Donc, si nous regardons les différentes phases de la propagande, et pas seulement la propagande, mais aussi la sécularisation de l'Occident, y compris la sécularisation d'un trop grand nombre de personnes, d'une proportion beaucoup trop élevée dans le monde juif, qui permet aux gens de tourner le dos soit à leur peuple, soit à leur pays. Et cela s'est produit. Et nous pouvons voir, par exemple, l'impact de la New School et Columbia, qui ont invité certains des universitaires européens qui étaient vraiment les pères de l'idéologie woke. Qui définit, vous savez, Israël et les Juifs comme blancs. C'est Ce qui est exact. absurde. Mais c'est comme ça que les gens pensent. Et toute une génération qui a été imprégnée de ces idées et endoctrinée par elles, qui était un peu marginale, vous savez, à l'époque où vous étiez, vous savez, éditeur féministe, sont maintenant totalement devenues la norme. Elles dominent le système éducatif. Oui, elle le domine et à tel point que, heureusement, mais pas suffisamment, les parents comprennent que certaines de ces nombreuses, en fait trop nombreuses universités sont toxiques. Et nous savons qu'il y a, vous savez, vraiment de très bonnes familles qui élèvent leurs enfants avec de grandes valeurs et qui sont de fervents sionistes. Et ils vont à l'université et ils sont empoisonnés. Ils sont empoisonnés. Et je pense que c'est pour cela que des organisations comme le Tikva Fund, qui construisent réellement de nouvelles institutions, c'est extrêmement important. Vous savez, il y a d'autres organisations, qu'elles soient publiques ou privées, oui, vous savez, se réunissent et essaient de retrouver leur place dans l'industrie à laquelle ils appartiennent, que ce soit le divertissement ou n'importe quoi d'autre. Et au lieu de faire ce que les générations précédentes dans ce pays faisaient, quand les médecins juifs n'étaient pas autorisés à travailler et n'étaient pas acceptés dans les hôpitaux, nous avons construit nos propres hôpitaux. Et nous y sommes allés. Quand les avocats juifs ne pouvaient pas entrer dans les cabinets d'avocats, nous avons créé nos propres cabinets. Et je pense qu'il est vraiment important pour nous de comprendre cela.
Nous ne devrions pas vouloir retourner dans des endroits malsains. Institutions. Nous avons besoin d'institutions saines. C'est là que nous Ouais. devrions mettre notre c'est là que nous devrions mettre notre énergie et nous devrions nous aligner. Nous devrions nous associer. Si nous devons nous associer à quelqu'un d'autre, nous devons nous associer à des institutions saines. C'est vraiment important. Et pour cela, nous devons nous voir comme étant fortes. Nous devons être capables d'apprécier notre histoire en tant que peuple. Mais nous n'avons pas besoin de ramper, nous n'avons pas besoin de supplier, et nous n'avons certainement pas besoin de céder. Ouais. Maintenant, le consensus parmi les classes instruites, certainement aux États-Unis, selon lequel Israël est maléfique et que les Palestiniens sont les gentils, est enraciné dans l'application de la théorie critique de la race, de l'intersectionnalité et du colonialisme de peuplement dans le discours politique. Mais quoi qu'il en soit, cela a donné à beaucoup de Juifs le sentiment, je pense, qu'ils sont désespérément en infériorité numérique et isolés. Que pensez-vous que les Juifs peuvent faire face à cette situation dont vous parlez dans votre film? Je pense qu'il y en a certains que nous voulions les appeler des nations ou des pays où les Juifs devraient vraiment partir. Tout d'abord, je pense qu'il est vraiment important de le dire. Je veux dire, je pense que des pays comme la France, et il semble de plus en plus probable que le Royaume-Uni devrait être inclus dans cette liste, et peut-être l'Allemagne. Mais si on parle à l'heure actuelle, une nation comme les États-Unis, ce qui n'est pas évident, je, je pense que, euh, je pense que nous devrions apprécier le fait il y a certains dirigeants qui sont vraiment, euh, qui se battent pour nous, qui se battent pour notre sécurité. Et nous devons nous lever et partager avec les gens ce que nous avons apporté à la fondation de ce pays et ce que nous avons réellement apporté au monde avec tout ce que nous avons fait, sans nous excuser. Vous savez, en suppliant, vous devez nous aimer. Regardez combien de vaccins nous avons créés, ou regardez combien. Vous savez, Les lauréats du prix Nobel. Des vous choses que vous savez, tout savez, ça. oui. Nous devons en être fiers. Euh, mais nous devons en être fiers pour nous-mêmes. Si nous pouvons apprécier ce que nous avons apporté à la civilisation et ce que nous continuons d'apporter à la civilisation, et ne laisser entrer dans notre conscience ni les accusations ni les diabolisations dans notre propre compréhension de nous-mêmes, notre identité, alors nous aurons la force de faire ce que nous devons faire pour continuer à faire de bonnes choses pour le monde. Parce que nous sommes, en tant que peuple, une lumière parmi les nations. Nous devons nous le réapproprier. Et nous devons aussi comprendre que nous avons besoin du respect de soi, que si des gens essaient de nous détruire, nous devons être des combattantes. Nous devons riposter de toutes les manières possibles. Et cela nous aidera à préserver notre dignité et notre existence. Et les gens doivent comprendre, les non-juifs doivent comprendre s'ils ne le comprennent pas déjà, que nous attaquer, nous diaboliser, c'est en fait se diaboliser eux-mêmes. Et leur haine est alimentée en croyant le contraire. Et ça a toujours été un signe, nous le savons tous, ça a toujours été un signe que lorsque la haine des Juifs émerge, c'est le signe qu'il y a quelque chose de terriblement mauvais dans les pays ou sur les continents ou dans le monde, que c'est un signe de cela, de danger.
Si nous pouvons aussi comprendre cela, alors nous n'autoriserons pas cette haine de soi à grandir. Je ne suis pas sûre d'avoir répondu à votre question. Eh bien, c'est plutôt bien, je pense. Vous savez, il est aussi important de noter que, vous savez, certainement aux États-Unis, les Juifs ne sont pas seuls. Je veux dire, cela peut en donner l'impression. Vous savez, nous parlons le lendemain ou quelques jours après. Vous savez, Abdul El-Sayed a remporté une primaire démocrate pour le Sénat dans le Michigan, mettant un antisémite déclaré, vous savez, en position d'entrée au Sénat des États-Unis, de la même manière que Zohra Mamdani est devenu maire de New York. Mais ce n'est pas comme si personne n'essayait de s'opposer à lui, même si beaucoup de Juifs libéraux ont privilégié leurs alliances avec la gauche plutôt que la défense des Juifs contre l'antisémitisme. Oui, oui. Et il y avait une merveilleuse chose qui vient de se passer. Marco Rubio vient d'annoncer que désormais, avant que quiconque puisse obtenir un visa pour entrer dans ce pays, ils vont être soumis à une enquête. Tous les réseaux sociaux et autres moyens d'enquête vont être utilisés pour s'assurer que les personnes ayant l'intention de nuire aux Juifs dans ce pays ne seront pas autorisées à entrer dans ce pays. C'est vraiment important. Je veux dire, c'est tout de même un Oui, peu mais tu sais, incroyable. quand tu étudies, par exemple, qui attise autant de ces manifestations universitaires Oh, qui visent les absolument, Juifs? c'est. Et l'afflux, tu sais, d'étudiants étrangers, surtout venant de pays antisémites, tu sais, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, tu sais, ça paraît assez évident. Oui, et Victor Davis Hanson l'exprime d'ailleurs très éloquemment dans le film qu'il faut Oui, reconnaître. Tu sais, et aussi Rachel Fish. Elle part de la nécessité pour les universités d'engager des poursuites judiciaires contre, tu sais, des personnes venant de l'extérieur de l'université pour attiser, tu sais, des problèmes, pour attiser la haine. ouais. Quelle est la chose la plus importante que vous voulez que votre public retienne de ce film? La chose la plus importante que je veux que le public retienne de ce film, c'est de comprendre qu'il existe des idéologies qui alimentent cette haine contre les Juifs, les chrétiens et tout l'Occident. Et il y a des stratégies très très efficaces qu'ils utilisent. Donc, nous devons comprendre que ce dont nous parlons n'est pas une question de dialogue. C'est, c'est, c'est. Il est très important que les gens comprennent que les ennemis qui sont à l'origine de tout cela ont des intentions meurtrières. Et selon leurs propres mots, au final, tout cela concerne l'établissement d'un califat mondial, que le monde sera gouverné par la loi de la charia. C'est vraiment important. Une fois que vous comprenez cela, Oui, tout s'ensuit. c'est ça. C'est ça. Eh bien, c'est un point important que j'espère que les gens qui regarderont ce film retiendront, et je le recommande vivement. Gloria, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Comment nos téléspectateurs et auditeurs peuvent-ils voir une descente collective dans le mal ou le regarder en streaming? Et comment peuvent-ils aider à la réalisation de tels films? Le film est maintenant disponible en streaming sur la chaîne Roku. C'est gratuit, à moins que vous ne souhaitiez acheter un abonnement pour pouvoir le regarder sans publicité. Et il y a aussi des DVD disponibles. Si vous allez sur dokemitproduction.com, c'est le site web de Dokemet Productions, et il y a une boutique et vous pouvez y acheter des DVD. Vous pouvez organiser des projections pour votre communauté. Je serai très heureuse de venir présenter le film et d'en discuter avec vous si vous le souhaitez, mais vous pouvez organiser des projections. Et si vous voulez faire cela, vous pouvez simplement me contacter sur dokemitproduction.com.
Vous pouvez m'envoyer un message de cette façon via le tableau de bord. Et en ce moment, le film est disponible aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni et au Mexique sur la chaîne Roku. Et il y aura d'autres plateformes qui diffuseront le film au fur et à mesure que nous avancerons. Et je suis très heureuse d'annoncer qu'il y aura une projection du film à Jérusalem le 8 novembre au centre Menahem Begin. Nous sommes partenaires pour cette projection. Et si vous voulez rester informé des lieux de projection, rendez-vous sur dosemiteproduction.com et cliquez sur le film. Vous aurez alors une liste des projections à venir. Très bien. Eh bien, c'est complet. Et je recommande à nos téléspectateurs et auditeurs de faire l'effort d'aller le voir. C'est un documentaire important. Puis-je ajouter quelque chose? Bien sûr, C'était je une vous en prie. partie de votre question. Vous avez demandé comment les gens peuvent aider à la réalisation de ces films. Que ce soit 10 $ ou une somme à 6 chiffres, cela n'a pas d'importance. En contribuant en faisant des dons à des organisations comme dosemiteproduction.com, qui est une organisation à but non lucratif de type 501c3, vous nous permettez de continuer à réaliser ces films importants. Je suis content que vous ayez ajouté cela. C'est exactement ce que nous voulions présenter. Eh bien, nous voulons aussi remercier notre public. N'oubliez pas d'écouter chaque jour Jonathan Tobin Daily Edition, que vous pouvez retrouver partout où vous écoutez vos podcasts. Et que vous nous écoutiez sur l'une de ces plateformes ou que vous nous regardiez en direct sur Facebook X ou sur la chaîne YouTube de JNS, merci de liker et ou de vous abonner à JNS. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications et laissez-nous de bons avis. Veuillez nous écrire à Think Twice à l'adresse thinktwice@jns.org et dites-nous où vous écoutez ou regardez l'émission et ce que vous en pensez. Et souvenez-vous, continuez à lire et à réfléchir par vous-même. Et nous nous reverrons bientôt.